Obtenir un prix Nobel, c'est pas une récompense, mais une malédiction. Imaginez, on vient littéralement de vous dire que vous êtes le meilleur dans votre domaine. C'est comme recevoir un certificat qui prouve au monde entier que vous êtes un génie. Certains vont me dire que j'exagère. Franchement, pas tant que ça. C'est un sujet étudié super sérieusement depuis plusieurs années. Le premier problème, c'est la pression. Difficile de retourner dans son labo pour bosser sur des petits trucs quand on vient de vous récompenser pour quelque chose qui a révolutionné la science. C'est pas rare d'avoir envie de réitérer l'exploit, faire une nouvelle grande découverte. Normal, leurs papiers vont désormais être publiés dans le monde entier, traduits dans beaucoup plus de langues, observés avec attention. Repartir de zéro, ça serait pas à la hauteur. Sauf qu'en science, ça marche pas trop comme ça. C'est souvent les petites avancées qui permettent les grandes. Alors, ils se retrouvent bloqués. Ça peut en partie expliquer pourquoi la majorité du temps, un scientifique qui reçoit une récompense voit ses travaux perdre en importance, être moins cités. Ça a été démontré par des études comparatives, et surtout les lauréats eux-mêmes en ont conscience. Il y a des exemples où ils en parlent pendant la remise de prix, et ça les a pas empêchés de tomber dedans. Pour éviter ça, il y en a carrément qui changent de domaine d'expertise, genre en se lançant dans quelque chose qui n'a rien à voir. Là encore, le phénomène a été étudié. Plus vous passez de temps à vous spécialiser dans un domaine, plus vous avez de chances de produire quelque chose d'impactant. Il n'y a aucune raison qu'un prix Nobel de maths devienne un génie de la biologie. C'est là qu'arrive le deuxième problème, l'aura de vainqueur. Soyons honnêtes, si demain vous croisez un prix Nobel de chimie, vous allez boire ses paroles, même s'il vous parle d'un truc qui n'a rien à voir. Peu importe, c'est plus un chercheur ou un docteur, c'est un prix Nobel. On a l'impression qu'il sait tout, pourtant il a peut-être jamais ouvert un livre de sociologie de sa vie. Invité à la télé, la radio, dans des grandes écoles, on leur pose tout un tas de questions qui n'ont pas forcément de rapport avec leur spécialité. S'ils répondent, on leur fait confiance. Dur de garder la tête froide dans ces conditions. Attention, je suis pas en train de vous dire que tous les prix Nobel ont un ego surdimensionné. Plus que c'est un effet secondaire indésirable. Si dès que vous dites un truc, tout le monde vous croit, il y a des chances que vous vous surestimiez. C'est renforcé par un biais cognitif très connu, l'effet Dunning-Kruger. Pour vous résumer, on a pu démontrer que les gens qui ont peu de connaissances dans un domaine particulier ont tendance à beaucoup se surestimer. Normal, pour se rendre compte qu'on se trompe, faut être un minimum éduqué sur la question. Genre votre pote qui vient de commencer un jeu mais qui est convaincu que tous les autres sont plus nuls que lui, effet Dunning-Kruger. Tout ça mis en commun, ça fait que parfois, on a des prix Nobel qui perdent complètement les pédales. On appelle ça avec ironie la maladie du Nobel. Je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous compreniez. Vous avez par exemple Linus Pauling, double prix Nobel de chimie et de la paix, connu pour ses travaux sur les interactions entre les atomes. À force de prendre de la vitamine C pour combattre ses problèmes aux reins, il s'est auto-convaincu que c'était une sorte de médicament miracle. Prendre de la vitamine C empêcherait de s'enrhumer, les grosses doses soigneraient le cancer ou la schizophrénie. Ou encore que boire un jus d'orange avant un examen augmente vos notes. Il a carrément fondé la médecine orthomoléculaire, une pseudo-science dont le principe est de soigner uniquement avec les molécules déjà présentes dans l'organisme. Alors, il a fait des études sur le sujet, mais c'est souvent bâclé, pas très scientifique, sûrement qu'il se faisait trop confiance. Il y a aussi Brian Josephson, prix Nobel de physique en 1973 pour ses recherches sur la supraconductivité. Lui est carrément tombé dans la télépathie, la méditation transcendantale, convaincu qu'on pouvait atteindre des niveaux supérieurs de conscience, flotter au-dessus du sol ou même obtenir des pouvoirs psy. Le plus dingue, c'est qu'il y croyait déjà pendant qu'il bossait sur ce qui lui a fait gagner le prix. Après coup, avec la crédibilité et l'argent, il s'est mis à en placer partout et s'est fait détester de la communauté scientifique. En France, on a eu Luc Montagnier, directeur de recherche au CNRS. Professeur à l'Institut Pasteur, co-prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008 pour la découverte du VIH, rien que ça. Même un CV pareil l'a pas empêché de dérailler. Anti-vax, défenseur de l'homéopathie, qui au passage n'est pas plus efficace qu'un placebo, je précise parce qu'en France, on aime bien, il s'est mis à défendre l'idée que l'ADN émet un rayonnement électromagnétique. Ou encore que l'autisme était causé par des bactéries, donc on peut le soigner avec des antibiotiques. Il s'est même ridiculisé dans son propre domaine d'expertise en déclarant par exemple que vous pouviez guérir du VIH en quelques semaines si vous aviez un bon système immunitaire. Merci professeur. On pourrait même s'étendre sur ceux qui sont devenus racistes comme William Shockley, prix Nobel de physique en 1956 pour ses travaux sur les transistors, convaincu que le QI était héréditaire et lié à la race, que donc faudrait faire du tri génétique dans la population. Dinguerie absolue, mais pas si original. James Watson, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962 pour ses travaux sur l'ADN, avait des idées du même genre. Mais en plus, lui, était homophobe.
Alors, on essaie d'en rigoler un peu tellement c'est ridicule, mais il faut se rendre compte de ce que ça peut provoquer, un prix Nobel qui affirme des trucs pareils, surtout aux yeux de quelqu'un de déjà convaincu. Au secours ! Tout ça, ça nous montre deux choses. Être le meilleur du monde dans un domaine ne veut pas dire avoir la science infuse. Le plus grand nageur olympique de l'histoire peut être nul à la pêche, le plus grand chimiste n'avoir aucune notion de psychologie. Surtout, l'intelligence c'est un sujet complexe. Même des pointures considérées comme des génies absolus peuvent se tromper, être victimes de biais cognitifs, dire absolument n'importe quoi. C'est une belle leçon d'ego, je trouve. Alors, pour compléter tout ça, et comme on adore vous raconter des histoires, j'en ai sélectionné une, beaucoup plus extrême que ce dont on a parlé jusqu'à présent, qui illustre bien comment un esprit génial peut tomber au fond du gouffre. Ted Kaczynski. Est-ce que quelqu'un avec un QI de 160 a plus de chances de faire le bien ou le mal? Est-ce qu'il y a un lien entre la morale et l'intelligence? Cette question, c'est plus dur d'y répondre que ce que vous croyez. Il y a eu plein d'études sur le sujet, et elles sont pas toutes d'accord. Celles sur les très jeunes enfants ont plutôt l'air de dire qu'il n'y a pas de lien, c'est moins vrai avec les adolescents et les adultes. Un des gros problèmes, c'est que comprendre une question morale, c'est très lié à l'intellect. Si je vous demande, est-ce qu'il faut sauver ce bébé des flammes ou cette mallette avec 1 million d'euros dedans? Vous savez que la bonne chose à faire, c'est sauver le bébé. Votre intelligence vous permet de trouver la bonne réponse, mais on n'a aucune preuve de ce que vous feriez vraiment, juste que vous comprenez ce qui est bien ou mal. Laissez-moi vous présenter Ted Kaczynski. Né à Chicago dans une famille de 2 enfants, très jeune, il est isolé pendant plusieurs mois à l'hôpital à cause d'une maladie de peau. Pour ses parents, ça explique sa timidité quand il grandit. Le truc qu'on remarque directement, c'est qu'il est très intelligent. Il roule sur ses études. Alors en 6ème, on lui fait passer un test de QI, 167. Ça confirme les intuitions de tout le monde. Alors on lui fait sauter des classes, ce qui l'éloigne socialement des autres enfants. Passionné de mathématiques, il ne trouve rien sur son passage pour l'empêcher de réussir. Il passe son bac à 15 ans, entre à Harvard à 16, où il continue de surperformer avec des notes toujours excellentes. C'est là qu'il va se passer un premier événement étrange dans sa vie. À l'université, il rejoint un groupe d'études dirigé par le docteur Henry Murray. Sur le papier, ça devait être un endroit où les étudiants rédigeaient des essais sur leurs idées philosophiques personnelles, puis en discutaient tous ensemble. Le truc, c'est qu'en fait, Henry Murray, c'était un psychologue un peu spécial, un ancien des services secrets américains. Le type à écrire des analyses de personnalité sur des dirigeants moustachus pour le gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son groupe à Harvard, il avait un objectif caché. Entre autres, tester la résistance à la pression, à être un leader, à mentir efficacement. On sait pas exactement pourquoi, mais c'était financé par la CIA. Et comme plein de dossiers sont encore inaccessibles, les gens spéculent que ça a un rapport avec MK Ultra, un projet secret qui tentait de développer des techniques de manipulation mentale et de contrôle de l'esprit. Ouais, dit comme ça fait flipper. D'ailleurs, ça a créé plein de fantasmes autour de ces cours secrets. On peut lire un peu partout que les élèves étaient attachés à des chaises, recouverts d'électrodes pendant qu'on les torturait pendant des heures. Bon, en vrai, c'était un peu plus light que ça. Le but, c'était de démonter violemment les convictions des participants, en critiquant les essais qu'ils écrivaient et en se moquant d'eux. Sauf que Ted, il va faire ça pendant 3 ans, plus de 200 heures passées à entendre que ses idées sont complètement nazes. C'était éprouvant psychologiquement, suffisamment pour laisser en larmes certains participants. Difficile de dire à quel point ça va impacter le reste de sa vie, mais on parle quand même d'un enfant avec une vie sociale un peu molle. Après, ça l'empêche pas de réussir ses études. Il passe sa licence à Harvard, puis un doctorat à l'université du Michigan. Il a 25 ans. Tous affirment qu'il est un étudiant hors norme, surpassant même ses instituteurs. Ses publications ne sont comprises que par d'autres pointures. Un de ses camarades dira « c'est comme s'il écrivait de la poésie alors qu'on essayait de comprendre la grammaire ». Dans la foulée, on lui offre un job de professeur assistant et qu'il accepte. Mais il a pas l'air d'avoir ça dans le sang. Ses élèves n'apprécient pas sa façon de faire, il est nerveux, mal à l'aise en public, se contente de lire et ne répond pas aux questions. Il aurait pu simplement abandonner l'idée de devenir prof et reprendre la recherche. Mais non. Alors qu'il est acclamé pour son travail, il lâche tout. Pendant ses années au Michigan, Ted a développé des idées un peu particulières sur la société, que les avancées technologiques sont un poison pour l'humanité, qu'elles fabriquent une société malade. Il retourne vivre chez ses parents, écrit beaucoup sur le sujet, puis avec son frère achète un terrain et y construit une cabane de 3 mètres sur 3 mètres 50. C'est là-bas qu'il vit désormais, sans eau ou électricité, loin de ce monde corrompu.
Jusque-là, il n'était pas associable, juste un peu timide, mais capable de parler ou de passer du temps avec les gens. À partir de là, tout change. Durant ces années d'isolement, il continue de lire et d'écrire. Influencé par le travail de Jacques Ellul, un auteur français très proche des courants anarchistes, ou par la manière dont la nature autour de lui est détruite par la main de l'homme. Ses idées se renforcent. Il est désormais convaincu que la technologie est dangereuse, qu'elle asservit l'humanité. Il déteste ce qu'est devenue la société depuis la révolution industrielle. Pas le choix. Pour lui, il faut une révolution, qu'elle soit pacifiste ou non. Il se lance alors dans un combat solitaire. D'abord en sabotant ce qu'il trouve autour de chez lui. Brûle du matériel forestier, verse du sucre dans des réservoirs à essence, saccage des camps de chasseurs ou des chalets de vacances. Plus d'une cinquantaine d'attaques. Mais ça ne suffit pas. Il doit trouver quelque chose de plus impactant. Alors il lui vient l'idée de fabriquer des bombes artisanales. La toute première est destinée à Buckley Christ, un professeur de l'université de Northwestern. Trouvant le paquet louche, il prévient la police. L'explosion va blesser l'officier présent qui sera soigné à l'hôpital. Envoyé par la poste ou déposé en main propre, il fabrique 7 bombes les 4 premières années. Aucune n'est mortelle, mais les blessures souvent graves. Il vise des universitaires et un avion où l'explosion rate. Ted est méticuleux. Fait attention à ne laisser aucune empreinte et trompe la police avec de nombreuses fausses pistes. C'est là que le FBI lui donne le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui, Unabomber. Puis, en 1985, 4 victimes la même année. Cette fois, c'est plus violent. Brûlure, perte d'audition, doigt amputé, un gérant de magasin d'électronique perd même la vie en trouvant une bombe remplie de clous sur un parking. 2 ans plus tard, il est repéré alors qu'il dépose un colis piégé. Son portrait robot est diffusé dans la presse, un sweat à capuche et des lunettes noires. Ça va le refroidir. Il fait une pause de 5 ans avant de revenir en 1993 avec des engins encore plus dangereux, causant encore plus de dégâts, tuant même 2 nouvelles victimes. À cette époque, la tension est à son comble aux USA. Si vous bossez dans un domaine technique, ouvrir un colis peut signifier la fin. Ted a réussi son coup. En 17 ans, il a envoyé 16 bombes et a fait 3 morts, sans que le FBI ne le suspecte une seule seconde. Mais en 1995, il commence à envoyer des lettres à certains grands journaux pour leur proposer un deal. Il arrête de blesser des humains si on le laisse publier un manifeste qui sera lu dans tout le pays. Au départ, l'idée fait pas rêver, mais le FBI décide qu'il vaut mieux tenter leur chance, et ils vont avoir raison. Ted envoie un papier de 35 000 mots qui sera publié dans le Washington Post. Tiré à 850 000 exemplaires, tous seront vendus. Dedans, il expose ses théories sur la souffrance psychologique qu'inflige la technologie à l'homme. Discute des solutions pour enclencher une révolution et donne son avis sur un grand nombre de sujets politiques ou écologiques. Sauf que non seulement son manifeste ne va pas provoquer de révolution sociale, mais surtout, il va le mener à sa perte. Car son frère, David, va reconnaître le style de Ted. Lui ignore toutes ses activités, mais a déjà lu un nombre incalculable de lettres similaires à celle-ci. Il connaît ses idées et tournures de phrases par cœur. Il envisage de protéger son frère, mais après avoir mené sa propre enquête, finit par envoyer au FBI les preuves accumulées. Dans sa cabane, on trouve plus de preuves qu'il n'en faut pour l'inculper. Manuscrits originaux, plans, bombes, c'est la fin d'une enquête à 50 millions de dollars. Après avoir plaidé coupable afin d'éviter la peine de mort, on lui diagnostique une schizophrénie paranoïaque, mais il est apte à comparaître. Condamné à la prison à perpétuité, derrière les barreaux, il écrit à de nombreux journalistes et témoigne volontiers sur son expérience, son passé ou ses motivations. Il se donne la mort dans sa cellule le 10 juin 2023 à 81 ans. Il souffrait d'un cancer déjà bien avancé. Après que son identité ait été révélée, le monde a débattu pour savoir si Ted Kaczynski était complètement fou ou si ses idées avaient un fond de vérité. Après tout, il se battait pour l'écologie, des films et des séries lui ont été dédiés, certains lui vouent même une sorte d'admiration. Pourtant, c'est un vieux barbu vivant dans une cabane sans eau courante qui renvoyait des colis piégés et sabotait tout ce qu'il trouvait à portée de main. Est-ce qu'on aurait été aussi clément avec lui si ça n'avait pas été un petit génie d'Harvard ? Peut-être. Est-ce qu'instaurer la peur pendant des années et tuer 3 pauvres innocents, ça ressemble aux actions de quelqu'un qui veut sauver l'humanité ? Moi, j'ai pas l'impression.